Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe, encore une fois en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Salut. Salut. Et dans cette vidéo, on s'en fout du lore, on s'en fout du cadre, ce qui nous intéresse, c'est plus spécifiquement le système de 7ème mer V3, puisque c'est un petit peu ce qui a motivé un petit peu le projet, essayer de changer les règles de la V2, c'est ce qui, tu l'avais dit dans une vidéo précédente, c'est ce qui est revenu très majoritairement dans la plupart des sondages qui ont été faits par rapport à ce projet. Du coup, Vincent, ça va être une vidéo difficile pour toi, mais quel est l'objectif en fait du Studio Agathe avec ces nouvelles règles de cette troisième édition de 7ème mer? Notre objectif, c'est que les gens jouent à Septième mer. Non, mais c'est vrai qu'on a eu Effectivement. beaucoup, beaucoup de retours de gens qui disent l'univers c'est génial, mais les règles j'ai jamais réussi, ou j'ai fait mon propre système, j'ai bidouillé un truc, tu vois. Donc effectivement, l'idée c'était aussi de permettre aux gens d'avoir un système fonctionnel en fait qui leur permette d'utiliser tout ce qui était déjà sorti, puis tout ce qui va sortir après. Ok. Alors non pas que le système de la deuxième édition n'était pas fonctionnel, mais il avait un parti pris qui était très particulier et assez Ouais. original, d'ailleurs. C'était donc ce qu'ils appellent le move and roll et le roll and move. Donc alors, le move and roll, c'est ce qu'on fait habituellement en jeu de rôle, c'est-à-dire que tu fais ton action, tu déclares ton action, puis tu fais un jet de dés pour savoir si ça fonctionne ou pas. Ouais. Et ce que proposait John Wick, c'était l'inverse, le roll and move, c'est-à-dire que tu jettes tes dés, et en fonction du résultat de ton jet de dés, tu décides de ce que tu vas faire. Ok. C'est tout à fait cohérent avec Septième mer, tu es censé jouer un héros. Donc en fait, tu jettes tes dés et en fonction de ce que tu peux faire, tu fais, en fait, tu vas jamais échouer. En fait, tu vas jamais Ok. prendre. Enfin, tu peux volontairement décider d'échouer. Bon, ça, c'est un côté narratif dans le jeu qui peut être intéressant, mais sinon, techniquement, tu vas jamais échouer. Ok. Et ça, c'était un parti pris que moi, je trouvais intéressant, personnellement, mais qui, effectivement, a un peu, voilà, un peu rebuté ou mis certains meneurs de jeu, enfin, n'a pas plu, en fait. Mais on peut tout Hmm. à fait l'entendre. C'est une proposition que moi je trouve original, mais qui, oui, est de Elle est façon clivante, particulière, ouais. Hmm. Ouais, ouais. particulière. Effectivement, dans le sondage qu'on a fait, les gens nous ont dit on veut revenir à quelque chose de plus proche de la première édition, de Ok. ce qu'on appelait le relais de type dans la première édition, mais typiquement du move and roll, c'est-à-dire je fais mon action et je regarde avec mon jet de dés si ça fonctionne ou pas. Ok. Donc, voilà, donc nous, on a essayé de créer un système en s'inspirant de celui de la première édition, toujours dans un style de KPDP. On veut quelque chose qui soit fluide, qui soit plein de panache, dans lesquels voilà, on privilégie le rythme. On a beaucoup travaillé pour essayer de privilégier ça, le rythme, la narration. On veut qu'il y ait du Ok. mouvement, voilà, et notamment dans les scènes d'action, puisque Septième mer reste quand même un jeu d'action, enfin, ça reste du KPDP. Voilà, quand bien même on peut faire de la diplomatie façon les Trois Mousquetaires, quand on regarde les Trois Oui. Mousquetaires, on a des beaux combats. Oui, c'est un peu pulp quand même comme jeu, hein. Il faut que ça claque, quoi, hein. C'est ok. C'est ça, complètement. D'accord. Est-ce que, avec ces nouvelles règles, on se rapproche de quelque chose peut-être d'un petit peu tactique, notamment lors des combats ou un truc comme ça? Non, alors pas du tout. Au contraire, nous, OK. on a voulu faire quelque chose de cinématographique. OK. On cherche pas du tout à émuler ce qui peut se faire dans la réalité. On cherche à OK. ce que les scènes d'action, elles soient classe. Donc on OK. peut planifier, tu peux toujours avoir un côté tactique dans la manière dont tu vas résoudre les actions, mais l'important, c'est pas ça. L'important, OK. c'est voilà, de faire des scènes pleines de panache, des scènes qui voilà, pas de bouger en fait des pions sur une battle map. Il y a plein de jeux qui le font très bien, et c'est vrai que OK. c'est pas du tout ce que propose Septième. Pour ça, c'est vrai que le système qu'on propose a des parties pris qui, alors on l'a vu dans les playtests, ont pu ne pas plaire à certains, mais qu'on assume, entre guillemets. L'un de ces partis pris, par exemple, qui était beaucoup revenu dans les conversations, c'est le fait qu'on estime que toutes les armes font les mêmes dommages. Peu importe que tu te battes avec une clé mort ou un fleuret, c'est pas ton arme qui va changer les dommages que tu vas faire. Pourquoi? Parce que, honnêtement, quand tu regardes Zoro, tu t'en fous de quelle arme a Zoro. En fait. De toute façon, il va réussir à combattre plein de gardes. Au bout du compte, il va réussir à vaincre le colonel, enfin à battre son adversaire. C'est pas l'arme qui fait le héros, en fait, c'est le héros qui fait l'arme. Et donc, OK. effectivement, tu peux avoir une dague et faire des dommages, avoir une clé mort, faire les mêmes dommages, en fait. Et on va dire OK. la seule différence qui va exister, c'est arme à distance, arme de corps, effectivement, un pistolet, tu peux faire un peu plus loin, OK. mais ça fait partie de ces parties pris. Et donc, effectivement, c'est pas tactique,
certains vont peut-être estimer que c'est pas crédible, mais bon, enfin, quand je regarde Ouais, des blockbusters hollywoodiens, je trouve pas ça crédible et en même temps, je peux quand même prendre le temps oui. là-dessus. Et puis même si les armes ne font pas, enfin, même si les armes font les mêmes dégâts, c'est ton degré d'expertise avec cette arme-là qui fait tout le sel, en fait, C'est du ça, du personnage. c'est ça. Quelqu'un qui est pas doué avec une clé mort, bon, bah, il fera pas grand-chose, alors que quelqu'un qui est très doué à la dague, il va te défaire, facilement. OK. Et du coup, on parlait justement de combat. Comment ces nouvelles règles, gèrent le côté un petit peu, typique, de 7e mer, genre le duel, les courses-poursuites, l'infiltration. Comment ça le prend en compte? Alors, sur la base, nous, on est resté sur quelque chose de proche de l'esprit de la première édition, comme nous avaient demandé les gens, donc ce qu'on appelait le système Roll and Keep. OK, Roll and Keep, tu lances une grosse poignée de D10 et puis tu ne vas en garder que quelques-uns, pas OK, tout. Euh, c'est le nombre de dés que tu vas garder en fait qui va déterminer si ton action est une réussite ou un. OK, Donc le système est plus classique de la deuxième édition. Tu déclares ton action. Voilà. Tu veux escalader un mur, tu peux faire un jet de force plus athlétisme. Voilà, tu comptes combien de dés tu as, tu lances tout et tu vas en garder qu'un certain. OK. Ça, c'est voilà, la base du système, assez classique. Ouais, Euh, et ensuite, concernant les combats, il y a voilà, quelques spécificités qu'on a ajoutées. J'en parlais avant, le fait que les armes fassent les mêmes dommages, par exemple, mais il y a d'autres petits trucs comme ça. On a décidé, OK, par exemple, de ne pas mettre d'initiative dans le jeu. OK. Alors bon, tu vas me dire, il y a une question de goût derrière. Moi, j'aime pas ça, l'initiative. Je parle même pas en tant que joueur, mais même en tant que meneur, j'ai beaucoup de mal à gérer ça parce que j'ai constaté avec les années que quand c'est pas à ton tour de jouer, enfin, les joueurs sont moins, comment dire, moins attentifs. Enfin, tu vois, tu es attentif pendant ton tour, beaucoup moins pendant le tour des autres, en fait. Et c'est vrai qu'on avait envie là-dessus de dire, OK, c'est à votre tour, c'est au tour des joueurs, vous pouvez jouer dans l'ordre que vous voulez. Ah Voilà, bien. en fonction de ce qui va se passer, voilà. Alors, ça avait pour moi deux avantages. Le premier, c'est que, bah, comme je le disais, ça peut toujours être à ton tour de jouer. Tu sais pas trop ce Mmh. qui va se passer après, toi, que ton Ouais. copain a fait son action. Toi, tu vas peut-être pouvoir jouer, donc tu vas être plus attentif. Et deuxièmement, pour les personnages qui ne sont pas orientés combat, c'est beaucoup plus facile de briller, en fait. C'est-à-dire OK. qu'effectivement, si tu as fait un personnage qui est un érudit, peut-être que dans une scène d'action, enfin, tu vois, imaginons, tu as fait un ingénieur, soudain, tu vois, le méchant passe sous un système de poutre, tu sais, en coupant une corde, tu peux lui faire tomber un truc dessus. Et ben, comme il n'y a pas d'initiative, tu vas pouvoir le faire. C'est toujours un peu frustrant de se dire, ah putain, j'aurais pu faire ça, mais c'était pas à mon tour Mmh. de jouer. Et finalement, 2 tours plus tard, il s'est un peu décalé, il est plus en dessous, en Oui. fait. Donc, ça permet OK. aussi de saisir les opportunités OK. pour mieux briller, entre guillemets. OK. Voilà, donc ça, c'est un des premiers partis pris. Le deuxième parti pris, c'est qu'on a décidé qu'il n'y aurait pas de jet de dés du MJ. C'est-à-dire qu'il n'y a que les OK. joueurs qui font les jets de dés. Pareil, pour garder du rythme, que les joueurs aient toujours quelque chose à faire, que tu sois pas forcément passif pendant le tour des autres, mais que tu sois toujours à voilà, faire quelque chose, tu suis, t'écoutes, tu jettes des dés, tu dépenses des points d'héroïsme. Voilà, le principe étant d'essayer de tenir les joueurs dans l'action tout le temps, même quand c'est pas leur tour. Et donc voilà, OK. on a ces quelques petits principes, voilà, qui s'ajoutent au fait que, bon, dans les faits, par contre, savoir si tu touches ton adversaire, tu jettes tes dés, tu comptes le nombre de résultats, le nombre de réussites, est-ce que c'est supérieur à la défense de l'ennemi ou OK. ça. D'accord. Là, je me pose une question parce que, tu l'as dit, hein, 7e mer, c'est un jeu quand même qui est censé être épique, où tu fais des trucs quand même super classe et cetera. Comment, ce système, comment ces règles encouragent justement le côté, ça déchire, le côté panache, tu vois? Il y a, alors déjà, bon, comme tu le disais, c'est plus tu es fort dans ta compétence, plus tu sais que voilà, tu maximises aussi tes chances de réussir. Ça reste un jeu où tu joues des personnages puissants, donc effectivement, par rapport au nombre de dés que tu lances, aux difficultés, normalement, tu es censé pouvoir réussir, on va dire, toutes les actions un peu basiques. Tu fais pas des jets pour tout et n'importe quoi. Tu commences à faire Ouais, des jets à partir du moment où tu as une vraie. un vrai Et en enjeu, ouais. dehors de ça, il y a toute une mécanique de points d'héroïsme qui existait déjà dans les versions d'avant, hein, cette version, mais là, Ouais. on l'a observé, une espèce de monnaie qui va te permettre d'optimiser tes chances de réussite, ajouter Mmh. des dés au groupement de dés, ou ajouter des dés au OK. groupement de dés des adversaires, activer des avantages.
voilà, tu minimises tes risques Ok. d'échec, mais le risque d'échec est toujours là. En fait. C'est aussi partie des Ok. choses des éléments qui nous avaient été remontés sur la deuxième édition. C'est oui, on réussit tout le temps, c'est bien pour jouer des héros, mais en fait, c'est peut-être un peu chiant. En fait, ce serait bien si on pouvait un peu échouer. Donc il y a toujours ce risque-là. C'est pour Ok. ça que les points d'héroïsme ne font pas des succès automatiques, mais tu lances des dés en plus. C'est D'accord. possible de lancer des dés, enfin d'avoir un peu de poisse. Mais, Ok. en plus de ça, j'avais introduit une mécanique donc alors ce que j'ai appelé pour l'instant, ça a peut-être changé, forcer le destin, qui est que même si malgré tout tu échoues, pour les jeux importants, tu peux décider de réussir quand même. Tu forces le Ok. destin, tu réussis in extremis, et tu donnes au meneur de jeu des points de félonie qui va pouvoir Ah. ensuite dépenser pour te mettre des bâtons dans les roues et rendre la suite du scénario plus compliqué pour toi ou pour ton groupe. Donc voilà, tu as joué avec le D'accord. destin et à un moment donné, tu vas avoir un retour de bâton. Un retour de Mais bâton, si ouais. vraiment tu veux pas échouer ton action, même si tu as pas eu de bol au dé, enfin malgré tout, tu peux quand même, voilà, tu ne seras pas ridicule. Après, j'aime Ok. bien ce système-là, parce que c'est aussi, tu as une décision à prendre. Toi. Tu sais que tu as toujours cette opportunité de réussir, mais est-ce que ça vaut le coup finalement de donner des Ouais. points de février au MJ pour ça? Ok. Ouais, donc du coup, en plus des points d'héroïsme et de félonie qui sont symbolisés, comme tu l'as dit, peut-être avec ces fameuses pièces castillanes. C'est Ça, ça. ça peut être très très classe sur la table. Ok. Ouais, c'est ça. Bah, moi, ce que je faisais sur les playtests, c'est j'ai ma pile de points de félonie. Tu commences avec autant de points qu'il y a de joueurs, donc tu en as un petit peu. Et puis au fur et à Ok. mesure, tu les fais monter, tu as ton tas qui monte et les joueurs se disent: «Oh, Puis t'as ton bon, à un tas comme moment ça, tu donné, joues avec comme et ouais, au casino, tu sais. Ok. c'est ça, ouais. Tu joues avec, tout ça, et voilà. Et tu te rappelles que franchement, ils ont peut-être Attends. un peu abusé du truc, quoi. Ça marche. Un exercice peut-être un petit peu difficile pour toi. Est-ce que tu peux juste nous résumer la création de personnages pour qu'on voit un petit peu à quoi on a affaire, mais sans rentrer vraiment dans le gros du sujet, quoi. Alors, dans Septième mer, en gros, tu vas choisir une nationalité. C'est très important. Ouais. J'ai enfin, la nation d'origine de ton personnage, en plus donc de tout ce que ça peut d'amener de culturel dans son background, en fait, va pas mal déterminer beaucoup les avantages auxquels il va avoir accès et voilà, le type de magie auquel il pourra avoir accès, des écoles d'escrime voilà, auxquelles il pourra avoir accès. Donc tu choisis une Ok. nation pour ton personnage. Septième mer étant un jeu dans lequel les nations ont des ambiances très tranchées, ça t'oriente déjà un peu quand même sur ce que tu as envie de faire. Ok. Il y a il y a quasiment, tu vois, aucun concept incompatible avec aucune nation. Mais bon, c'est vrai que si tu veux faire un mousquetaire, tu vas plus partir sur les Montaginois qui sont les Français que sur les Ussurans qui sont les Russes. Quand Oui. bien même un joueur expérimenté qui connaîtrait bien l'univers pourrait prendre un Normand et en faire un mousquetaire. Ok. Donc tu choisis ta nationalité, tu te choisis un concept, un grand concept global. Je joue un mousquetaire, je joue un pirate. Ça va déjà te donner voilà, tout un cadre qui va te permettre de penser à construire ton personnage. Et puis, Ok. tu lui choisis une profession, formation, en fait, donc ce qu'il a fait avant de commencer le jeu, Ok. euh, qui va commencer à lui déterminer une première répartition de ses compétences, en fait, de ce qu'il a appris à faire quand il était jeune. Et puis Ok. ensuite, tu vas, à partir de ça, ça va te donner toute une base, en fait, le type de héros que tu es, la nationalité, ta profession, bah, tu vas pouvoir personnaliser ton héros, en fait, notamment en lui achetant des avantages. Puisque dans Septième mer, on joue des héros, donc tu n'as pas de défaut, que des avantages. Ok. Euh, et puis voilà, rajouter des petits points de compétence et le personnaliser par rapport aux autres, comme ça. Ça va Ok. faire de toi un héros unique. Si tu connais bien l'univers, bah, tu peux voilà, en faisant ça commencer à créer un peu voilà, ton concept, ton histoire, tout ce qui va avec. Et puis, si tu n'as pas d'idée, il y a un petit système optionnel pour faire un tirage de cartes. Ok. Voilà, les sorcières de la destinée t'ont tiré ton avenir, ça va te permettre un peu de déterminer aléatoirement voilà, des bases de background de personnages. Ok. C'est tout Euh, à j'ai fait optionnel. j'ai deux questions à la suite de ça. Euh, Est-ce que quand tu crées un groupe de PJ, c'est facile de pouvoir mélanger les nations ou est-ce que tu es un petit peu coincé à devoir, hein, par exemple, si l'histoire se passe en montagne, est-ce que tu es coincé et il faut obligatoirement 3-4 PJ qui sont d'origine montaginoise? Non, normalement, c'est plutôt facile à mélanger. De toute façon, Ok, c'est fait pour. C'est un jeu qui se base sur le voyage, sur le fait ok, que, enfin, le voyage est au cœur de Septième mer et au cœur de cette nouvelle édition aussi. ok, Euh, donc c'est possible. Après, évidemment,
as des justifications par rapport au background. C'est-à-dire que oui, tu as des pays qui sont en guerre, la Montagne et la Castille. Si tu joues un Castillan qui est à la cour de Montaigne, c'est possible, mais bon, tu vois, il faut quand Il même faut le l'expliquer, justifier, quoi. faut le justifier. Mais je veux Ok. dire, voilà, et effectivement, est-ce que quand tu vas créer un groupe où tu as un Montaginois et un Castillan, ça va bien se passer entre eux, bah, c'est à toi de décider, quoi. Peut-être que tu auras deux personnages qui vont se dire que tout ça, c'est des guerres de puissants, nous, on n'en fait pas partie, enfin, tu vois. Ou d'autres qui, au Ok. contraire, vont être des anciens vétérans, vont pas pouvoir se Hmm. saquer dans un premier temps, puis finalement, tu vois, un peu à la Gimli et Legolas, devenir les meilleurs Ouais, amis. C'est tout à exactement. fait, ouais, tout à fait possible. Donc oui, c'est Hmm. possible, et c'est en plus tout à fait recommandé en fait de mélanger ça. C'est-à-dire que je dirais que faire un groupe avec que des personnages d'une même nation, ça rend le Ouais. jeu un peu moins riche. C'est quand même assez cool de faire des nations, des cultures différentes, des manières différentes d'aborder les problèmes. Hmm. Euh, Ouais, bah, j'imagine 4 PJ qui font des portails pour aller dans 4 directions différentes au secours, quoi. non, puis Ok. tu vois, tu as ce côté, alors en plus avec les nations, tu vas pouvoir aussi avoir ce côté un peu chauvin en fait qui va être. Moi, j'ai fait des campagnes comme ça où j'avais, c'est ça, un personnage montaginant, un personnage castillan, si tu veux. C'était pas le fait que leur pays soit en guerre qui était le problème. Le problème, c'est qui fait le meilleur vin. Genre, Ah et, oui, ben, ok. et du coup, en jeu, tu peux te retrouver avec des petites scènes un peu marrantes comme ça, enfin, tu vois, qui donnent un peu de couleur au jeu, en fait, dans lequel chacun va jouer un peu le côté un peu chauvin de son pays. Ah, c'est Ok. rigolo. Très sympa, ouais. Et dernière question avant qu'on conclue cette petite vidéo. Est-ce que Septième Ère se prête aux campagnes longues? Ou est-ce qu'on est plus sur un format un petit peu one-shot ou en tout cas suite de petits épisodes? Alors pour moi, ça se prête aux campagnes longues. Alors, si en fait vous avez juste le livre de base de Septième Mer, ça se prête bien au format one shot en fait, puisque bah voilà, vous avez quand même la description des pays, mais pas une description très poussée. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez un peu arriver aux limites des présentations qui vous seront données. Mais par contre, ce Ok, qu'il y a dans le livre de base, c'est nettement suffisant pour créer ces aventures, voire pour faire jouer les aventures qu'on a déjà publiées. Ça fait ok, possible d'acquérir les aventures de la deuxième édition et de les adapter, c'est simple. ok, Effectivement, si derrière vous jouez en campagne longue, c'est tout à fait possible. C'est là où le livre Les Secrets de la Septième Mer est important, parce que c'est ça qui va vous donner un peu tous les détails et tout ce qui se passe un peu dans l'ombre de cet univers. En gros, on a essayé, enfin moi ce que j'ai essayé de faire, et c'est ce que j'avais aimé dans la première édition, c'est tu as un livre de base qui te présente un univers qui est un univers très théâtral, un peu, toi, carton-pâte, tu vois un peu les décors, et après tu as ouais, des bouquins qui rajoutent vraiment de la profondeur dessus, et quand tu grattes un peu derrière le décor, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais juste ok, avec le décor, tu peux faire plein de trucs très sympas. Et une fois que tu as gratté, oui, tu as de quoi faire des campagnes. Tu as l'idée, nous, de cette troisième édition, c'est notamment d'axer autour des secrets et de comment est-ce que les joueurs vont pouvoir accéder aux réponses, en fait, si ils vont les chercher. Qu'on ait des secrets accessibles. ok, Voilà, et dans les campagnes qu'on veut faire, on veut aussi s'assurer que voilà, les campagnes vont tourner autour de ces grands secrets de l'univers et permettre aux ok. joueurs d'y avoir accès. Et peut-être, pourquoi pas, de le révéler au monde, enfin d'avoir une décision à prendre au bout du compte, de savoir s'ils vont Hmm, changer le monde. ok. Eh bien, écoute, merci Vincent pour ces explications. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions à propos du système, des interrogations, si vous voulez échanger à ce sujet, n'hésitez pas encore une fois à aller sur le Discord du studio Agathe. Vous pourrez parler avec la communauté, mais également avec les personnes qui sont proches du projet. Et puis, Vincent, on te dit à très bientôt pour À peut-être bientôt. d'autres vidéos. Ciao! Ouais, merci. Salut.